Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Avant de commencer notre émission, je vous invite dès à présent à cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo et à nous laisser évidemment vos commentaires pour améliorer notre référencement sur Internet. Mon invité aujourd'hui, Valérie Bugeaud. Bonjour madame. Bonjour Pierre, merci beaucoup de m'inviter à nouveau. Valérie, vous êtes docteur en droit, ancien avocat fiscaliste reconverti dans la géopolitique juridique et économique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages que vous êtes venu nous présenter ici sur ce plateau, du nouvel Esprit des lois et de la monnaie, coécrit avec Jean Rémy, La nouvelle entreprise, Demain dès l'aube, le renouveau et les raisons cachées du désordre mondial, tome 1 et 2, dont d'ailleurs le deuxième tome est disponible sur la boutique officielle de TV Liberté. Vous êtes d'ailleurs en ce moment même en train de préparer un nouvel ouvrage. On va un petit peu dévoiler le contenu de cet ouvrage. Alors justement, Valérie Bugeaud, il y a, selon vos mots, un système de domination qui s'exerce de plus en plus sur les populations occidentales avec, on l'a vu, un recul des libertés et maintenant une crise énergétique qui découle de ces fameuses sanctions contre la Russie. Quels seraient, Valérie Bugeaud, les objectifs de cette stratégie de domination des dirigeants atlantistes ? Bien écoutez Pierre, pour parler de domination, on va parler d'abord de crise, puisque tout part aujourd'hui, on a eu la crise covidique, maintenant on a la crise énergétique, et il faut bien comprendre que cette crise n'impacte la France, enfin que les conditions géopolitiques de cette crise, c'est-à-dire la restriction d'accès au gaz russe, n'impactent la France que pour 15% de son énergie. Donc la crise énergétique française n'a strictement rien à voir avec tout ça. La crise énergétique française est un problème franco-français qui est lié au sabotage de l'État, donc à ce système de domination que j'expose largement dans tous mes ouvrages et que vous venez de mentionner, et qui est en arrière-plan de toutes ces mascarades successives auxquelles nous sommes confrontés depuis maintenant quelques années, mais qui existaient déjà, mais qui étaient beaucoup plus discrètes. Donc il faut comprendre que la crise de l'énergie française, vient d'abord et avant tout du sabotage de notre système énergétique qui venait des centrales nucléaires. Donc notre système nucléaire a été saboté au fil du temps pour des raisons qui électoralistes. Oui, enfin je pense pour des raisons de stratégie, d'encerclement et d'enserrement de l'État justement. Et puis sur ce sabotage interne de notre approvisionnement énergétique, s'est ajouté un second étage à la fusée qui est l'étage consistant à avoir créé le marché européen de l'énergie. Qui est particulièrement impactant pour la France et les Français, qui oblige en fait notre pays à vendre à très bas coût l'énergie qu'elle produit, pour ensuite le racheter au plus cher sur un marché de dupes, qui n'est pas du tout un marché, qui est un marché non libre et tout à fait faussé, donc qui ne répond aucunement à la définition d'un marché, mais qui est là pour justement nous sacrifier. On ne peut pas parler de sacrifice volontaire parce que ce ne sont que les dirigeants qui ont consenti à ce sacrifice et non pas les populations qui n'ont jamais été consultées sur ces sujets. Donc en fait, la France, via le sabotage interne plus le marché de l'énergie européen, le marché européen de l'énergie, fait que le sabotage l'État est totalement privé de tout moyen de fonctionner, mais vous savez que ce sabotage, il n'est pas lié qu'à l'énergie. On a la même chose avec l'agriculture, on a la même chose avec la monnaie, on a la même chose avec l'économie. Donc en réalité, c'est tout un système qui est mis en œuvre et qui s'encastre brique par brique pour supprimer l'État et en tout cas supprimer tous ses moyens d'autonomie de fonctionnement et de capacité même à pouvoir exister tout simplement. Donc on est enchaîné, soumis à des intérêts supranationaux qui sont menés, comme je l'explique, par les grandes entités économiques, mais derrière ces grandes entités économiques, il y a les entités bancaires multinationales globalistes.
et qu'on appelle atlantiste, mais en réalité, il faut comprendre que ce n'est pas lié à un intérêt géographique qui serait l'intérêt américain au sens géographique du terme. C'est lié à des intérêts supranationaux qui sont apatrides, qui n'ont pas de frontières et qui ont généré cette idée de pouvoir créer un gouvernement mondial et qui sont aux manettes pour nous contrôler de plus en plus. Puisque ces dirigeants atlantistes sont en réalité depuis quelques années divisés en leur sein entre globalistes et patriotes. Ah oui, effectivement, ça c'est un autre sujet. Enfin, on est aujourd'hui au confluent de plusieurs crises. Et donc il y a cette crise qui ressemble à l'avènement de la Première Guerre mondiale, si vous voulez, où vous avez des entités économiques qui sont en train de monter et qui mettent en péril l'empire. Alors pour la Première Guerre mondiale, c'était l'Empire britannique. Aujourd'hui, ça prend la forme de l'Empire américain, mais en réalité, c'est toujours cet empire de la finance. Et donc vous avez la Chine qui vient de s'allier récemment plus sérieusement avec la Russie pour faire contrebalancer en fait ce pouvoir hégémonique qui était dominant jusque-là. Et puis à l'intérieur du pouvoir hégémonique dominant, et c'est peut-être parce qu'il y a eu justement une scission entre les patriotes et les globalistes, c'est-à-dire les globalistes qui ne sont pas liés par des intérêts géographiques, mais qui sont liés à des intérêts apatrides que je décrivais tout à l'heure. Et puis, de l'autre côté, les intérêts patriotiques américains qui sont toujours favorables à l'Empire, mais l'Empire américain, c'est-à-dire l'exportation de leur propre modèle, sans passer par le prisme de la finance. Et cette scission interne s'est cristallisée autour du problème du dollar et a permis justement l'émergence de contre-pouvoirs au niveau géopolitique, c'est-à-dire de pays qui ont saisi cette occasion d'affaiblissement de leur adversaire pour pouvoir aussi avoir plus d'impact sur la scène internationale. Alors revenons à ce système de domination, Valérie Bugeaud, un système de domination pour évidemment plus de contrôle sur les peuples et au sein de ce système, il y a l'idée, on le voit, on l'entend dans tous les médias, d'un revenu universel. Le Sénat, je le lisais, a créé une mission commune d'information sur l'intérêt et les formes possible de mise en place d'un revenu de base en France. Ça, c'était le 11 octobre dernier. Ça serait quoi les résultats de mise en place en France d'un revenu universel? Alors, je pense que quand on parle de revenu universel, avant de parler des résultats, il faudrait parler un peu des causes de ce revenu universel. Parce que ce revenu universel, il s'impose en l'état actuel de la dynamique sociale, politique, économique, monétaire et juridique. Et il s'impose pourquoi ? Justement parce que nous avons à faire face dans nos pays à un appauvrissement généralisé à la fois des individus et du tissu économique, c'est-à-dire les PME sont en train de disparaître quasiment. Hein. Ce mouvement, il est dû à quoi ? À un endettement qui ne cesse qui s'accroît aujourd'hui de façon exponentielle. Sans limite, je dirais que cette tendance à l'accroissement exponentiel ne fait que s'aggraver de jour en jour. Donc ça crée, si vous voulez, cet endettement qui n'est pas soluble, on ne peut pas trouver de solution à cet endettement en l'état actuel de la situation, fait que, évidemment, toutes les charges publiques augmentent, les services publics vont disparaître complètement. Donc la vie devient plus chère pour ces raisons-là. Les PME sont en voie de disparition, donc le tissu économique s'appauvrit. Là-dessus s'ajoutent les crises géopolitiques qui sont aussi utilisées comme prétexte pour les accapareurs pour retenir l'offre de façon à faire augmenter les prix et générer une augmentation des prix. Lié aussi, cet appauvrissement est lié aux ruptures de chaînes d'approvisionnement qui sont dus effectivement à cette crise internationale, je le répète, qui a été fabriquée de toutes pièces, parce que en cas de maladie, on n'est pas obligé de fermer tous les circuits d'approvisionnement économique. Donc ça a généré des problèmes qui n'auraient pas dû être. Donc tout ça est très artificiel. Par ailleurs, ce revenu universel, il a aussi été anticipé. Pourquoi ? Parce que il y a une disparition de l'employabilité des hommes due effectivement à la formidable progression des capacités techniques et technologiques numériques
au niveau de la fabrication, au niveau de la production, mais aussi maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va remplacer les métiers du service. Donc il y a une perte d'employabilité de l'humain. Et donc nous allons disons que les banques qui tiennent tout ce système vont avoir à faire face à des hommes qui ne sont plus utiles en termes économiques. Bien sûr, ils ont une utilité humaine, mais eux, du point de vue de leur prisme économique et monétaire, ça ne compte pas. Mais ils seront là quand même. Donc, soit on les fait disparaître. D'ailleurs, ils comptent bien pratiquer comme ça aussi. Mais enfin, pour ceux qui vont survivre, eh bien, pour éviter quand même des troubles qui pourraient porter atteinte à leur suprématie, ils sont obligés. Voilà, il faut les nourrir. Donc, ils sont obligés de prévoir un revenu qui sera forcément universel, non pas lié à une activité, mais qui permettra de limiter, disons, les troubles sociaux et qui les garderont dans un minimum de sécurité. Parce qu'on sait que les élites globalistes s'étaient déjà rendu compte lors des années 90 qu'il ne fallait que 20% de travailleurs pour faire fonctionner l'économie mondiale. Donc que fait-on des 80%? On leur donne du pain et des jeux, quoi. Voilà, c'est ça. Là, ça sera même plus des jeux, ça va être le minimum de pain, et puis c'est une façon aussi de les tenir et de les liquider, puisque à partir du moment où vous êtes... Tititainment, comme disait Brzezinski. Oui, ça c'est maintenant. Mais la phase d'après, je suis même pas sûre qu'il existera encore. Disons que la phase d'après, c'est que si vous ne remplissez pas, si vous n'obéissez pas à la seconde aux ordres qui viennent des hautes sphères monétaires, qui ne passeront même plus par les États parce qu'ils auront probablement disparu à ce moment-là, eh bien, vous n'aurez plus accès à votre argent, vous n'aurez plus accès à la vie sociale. Ce sera d'ailleurs l'objet de la mise en place de ce dont on entend de plus en plus, c'est le pass carbone, ou en tout cas l'idée d'un crédit social comme on voit déjà aujourd'hui en Chine. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Occident de ce pass, de ce crédit social, à la fois en France et à l'échelle européenne ? En tout cas, vous savez que le pass carbone, en fait, c'est le Ausweis des temps modernes, c'est dans l'ère viciée du temps, c'est ce qui est imposé pour contrôler les populations, c'est la méthode qui a été utilisée avec le pass sanitaire, donc il n'y a aucun doute, puisqu'ils l'ont déjà pratiqué, ils se sont déjà entraînés avec le pass sanitaire, il n'y a aucun doute qu'ils vont mettre ça, enfin pour moi et pour la plupart des commentateurs un peu avisés et intéressés à ces sujets, il n'y a aucun doute qu'ils vont mettre en place ce pass pour justement limiter encore les flux économiques et pour faire effondrer ce système qu'ils prétendent contrôler dans un second temps par la suite en imposant toute la numérisation des données personnelles et le contrôle des individus. C'est en tout cas dans l'agenda de la Commission européenne de mettre en place ce type de contrôle. Bien sûr. Alors, ils prennent prétexte en fait, ils ont supprimé l'indépendance des États pour pouvoir accéder directement au contrôle des individus par le biais du numérique et par le biais de ces restrictions de déplacement, restrictions de vie sociale, restrictions de capacité à générer un contrôle sur sa propre vie. Donc ça, c'est un sujet qui est, qui arrive maintenant sous prétexte de ces protections, disons, de l'écologie, etc. Mais tout ça n'est qu'un prétexte pour mettre en place justement la grande réinitialisation qui est passée donc par le sabotage, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le sabotage des filières énergétiques, par les fermetures artificielles de l'économie, par les politiques irrationnelles de risque zéro qui ont généré des réglementations hallucinantes ne permettant pas, si vous voulez, un fonctionnement normal, en tout cas un fonctionnement satisfaisant justement des filières nucléaire et énergétique qu'on a connu. Et puis, vous savez que tout ça passe par une corruption systémique de toutes les
les instances qui sont au pouvoir et qui ne servent que de relais d'influence pour les gens qui veulent mettre en place ces politiques de contrôle social. Est-ce que vous pouvez brièvement nous raconter comment, à quand remonte l'avènement de ce système de domination dont on est un peu en train de brosser le portrait? Alors ce système de domination, il a été mis en place il y a très longtemps et en particulier, pour revenir à une date précise, c'est l'année 1600 qui est l'année de création de la première compagnie des Indes et en l'occurrence, il s'agit de la compagnie britannique. Donc c'est ce modèle économique qui a permis le développement de ce que nous connaissons aujourd'hui sous la forme de partenariat public-privé, mais ce qui signifie exactement la privatisation des revenus et la nationalisation des pertes. C'est-à-dire que toutes les pertes sont réparties sur les populations qui s'appauvrissent et tous les bénéfices sont concentrés dans les mains d'actionnaires anonymes. Ce qu'on a vu en 2008 quand on a renfloué les banques. Oui, absolument. Mais ce système existe aussi depuis... c'est aussi ce système qui est à l'origine de la création des banques centrales. Puisque les banques centrales ont été créées à l'origine comme des entités privées qui se présentaient sous couvert de garantie d'État. Donc la garantie d'État, c'est la garantie des contribuables, c'est la garantie des citoyens qui vivent sur le territoire de l'État, qui seront là pour renflouer, qui assurent un renflouement des banques, de la dite banque centrale en cas de problème. Donc en fait, c'est un système généralisé. Avec l'exemple de la Banque fédérale américaine qui n'est ni une banque, qui n'est ni fédérale et ni américaine. Elle est fédérale, mais c'est une fédéralisation monétaire et financière, pas une fédéralisation politique. Ouais. Mais effectivement, on a ça aussi, au moment de la création de la Banque de France, c'était exactement le même sujet. En fait, toutes les créations de banques centrales ont été mues par ce même objectif de contrôle centralisé des flux monétaires dans des mains d'individus qui travaillent pour des intérêts privés. Donc, en fait, c'est un système général qui s'est imposé au niveau monétaire, qui s'est imposé au niveau économique et qui a fini par s'imposer au niveau politique sous la forme de l'imposition de ce parlementarisme dit représentatif qui ne représente en fait que les intérêts financiers supérieurs, assorti de la création justement d'une banque centrale et d'une pseudo-séparation des pouvoirs qui n'existe en réalité absolument pas, ni théoriquement ni pratiquement. Cette crise énergétique qu'on peut constater, vous disiez qu'elle a été organisée depuis longtemps par le saccage de l'État, le saccage de notre parc nucléaire. Je rappelle qu'en pleine crise énergétique, on ne fait fonctionner que la moitié de notre parc nucléaire et on voit maintenant l'inflation que les Français peuvent constater quand ils vont faire leurs courses. Combien de temps ça peut durer ce système ? Ce système ne va pas durer de toute façon. Il faut bien comprendre que ce système est lié au dollar tel que nous l'avons conçu aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois monnaie nationale américaine et monnaie mondiale. Or, le dollar monnaie mondiale est condamné. Il ne fonctionne pas. De toute façon, il était prévu qu'il ne fonctionnerait pas. En tout cas, les grands banquiers internationaux le savaient parfaitement. C'est d'ailleurs la raison, j'insiste toujours là-dessus, pour laquelle Keynes, en 1944, voulait imposer le Bancor et non pas le dollar ou une autre monnaie nationale comme la livre a pu remplir ce rôle précédemment d'ailleurs, parce que ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas y avoir suffisamment de monnaie nationale en circulation garantie par des actifs tangibles. Comme l'or. Oui, comme l'or. En l'occurrence, c'était adossé à l'or, effectivement, mais après, ça l'a été au pétrole. Mais il ne peut pas y avoir suffisamment d'actifs tangibles sur un pays national pour couvrir pour couvrir le besoin de monnaie au niveau international. C'est impossible. Donc, à partir de ce moment-là, tout le système était condamné. Et il faut bien comprendre que notre système global est fondé sur cette monnaie-là, qui dysfonctionne totalement. Les banques en Europe sont gavées de dollars américains. Donc il n'y a pas d'autonomie monétaire en Europe. L'autonomie monétaire américaine est fondée sur un subterfuge parce que justement il y a cette dichotomie entre l'activité réelle, la création réelle de richesse et le nombre de monnaies en circulation, le nombre de dollars en circulation. Donc en fait tout ça est condamné. Le sujet, c'est théoriquement, c'est condamné de façon irrémédiable. Le sujet, c'est quand est-ce que on passera à l'étape d'après, puisque on sait que cette étape-là ne va pas durer éternellement. Cette étape se terminera sur un crack. Cette étape qui est en train d'arriver, je le mentionne, puisque
les ressources de subterfuge des banques centrales arrivent à leur terme. Elles ont fait marcher la planche à billets sous, qui ne s'est pas appelée planche à billets, mais enfin quantitative easing, qui arrive à peu près aux mêmes solutions. Mais à un moment, évidemment, ils sont rattrapés par l'inflation, puisque l'inflation a été cantonnée dans les actifs, dans l'augmentation artificielle des actifs, mais maintenant, c'est tellement énorme que disons qu'en plus, généré par toutes ces crises artificiellement créées, que sont les crises de la mondialisation, comme on a vu, en fermant les économies, etc. Ouais. Oui, donc en fait, ce système est condamné. Maintenant... D'où ça peut venir, le krach? Est-ce que ça viendra du politique avec, le krach, il est en train un sursaut, par exemple, je ne sais pas, en Allemagne ou en Italie, ou est-ce que ça viendra de la faillite d'une banque? La faillite des banques, non, en fait, la faillite, elle existe virtuellement. Elle n'est pas mise en œuvre. Pourquoi? Parce que la Banque centrale cache encore l'état des banques réelles. Mais le problème, c'est que ça, c'est ce que je disais, arrive à son terme et que le krach aujourd'hui est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que l'inflation galopante, les grands détenteurs d'actifs veulent protéger leur patrimoine, donc prétendent lutter contre l'inflation, et pour lutter contre l'inflation, ils augmentent les taux. Donc ils réduisent la capacité au fonctionnement normal d'une économie. Donc en période de restriction, ils augmentent les taux, donc c'est eux qui génèrent en fait la crise. Elle est fabriquée de toutes pièces par les banques centrales. Donc c'est exactement ce qui s'est passé en 1929, mais là c'est dans des proportions beaucoup plus dantesques parce que c'est au niveau international et c'est toutes les banques centrales affiliées à la Banque des règlements internationaux qui sont impactées par ces décisions centralisées. Donc, la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui est la banque centrale des banques centrales. Absolument, située à Bâle et qui génère les réglementations qui sont mises en œuvre par toutes les autres banques, sachant que la BRI est quand même sous contrôle des banques qui tiennent la City et de la Banque d'Angleterre. Aujourd'hui, cette augmentation considérable des taux fait que le krach est en train de se produire. Ils ont déclenché l'enchaînement qui aboutira au krach dans quelques semaines. C'est qui exactement? Ce sont les banquiers centraux contrôlés par les banquiers privés qui organisent tout ce système de type mafieux, il faut bien le dire, parce que tous les citoyens sont impactés par des décisions prises par une catégorie très particulière d'intérêts privés qui ne sont pas liées à une économie réelle, à un fonctionnement collectif satisfaisant. Est-ce que l'Union européenne et l'euro pourront survivre après la survenance de ce krach? Alors, en fait, ça dépend de deux choses. Enfin, ça dépend d'une chose. En fait, il y a une guerre en cours actuellement entre les élites globalistes et des velléités d'indépendance nationaliste. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, de l'issue de cette guerre, on aura la réponse à votre question. C'est-à-dire que si les globalistes gagnent, effectivement, là, nous sommes condamnés en termes de liberté, en termes de capacité à vivre. Entre-temps, il y aura peut-être une guerre, donc de toute façon, ça risque de limiter l'impact pour une partie de la population. Mais bon, par contre, si les élites de nature plutôt patriote et nationaliste gagnent cette guerre, qui est une guerre mondiale actuellement, puisque tous les pays sont impactés, eh bien, dans ces cas-là, tous les espoirs sont permis parce que nous pourrons retrouver une autonomie de fonctionnement, y compris monétaire, qui pourra nous permettre de repartir à zéro, évidemment sur des décombres, mais les décombres, de toute façon, ils sont là, ils seront là. Donc, non, l'Union européenne, de toute façon, il n'est pas souhaitable qu'elle survive parce qu'elle est la manifestation de cette hégémonie financière globale qui s'est centralisée au sein des instances européennes, qui existaient déjà en tant que domination dans chacun des États européens et de l'Ouest. Mais là, ça s'est centralisé, donc c'est encore beaucoup plus dangereux puisque c'est comme une banque centrale, elle contrôle les flux au niveau avec une seule entité. Donc il n'est pas souhaitable que l'Union européenne survive. Et de toute façon, l'euro ne pourra pas survivre à la fin du dollar puisque les banques européennes sont abreuvées de dollars et qu'il n'y a pas d'indépendance réelle de ce fait-là de la Banque centrale européenne par rapport au dollar. Donc tout ça est lié en fait à la qualité du dollar en tant que monnaie mondiale.
Donc il n'y a pas de possibilité pour que... la seule possibilité pour que l'euro survive, c'est que justement, on passe à une étape d'après, mais on reparte de zéro. Alors, est-ce qu'on repartira de zéro dans les intérêts globalistes ou est-ce qu'on repartira de zéro avec à cœur les intérêts patriotiques? C'est tout le sujet du débat. On sait que le personnel politique, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, avancent leur pion vers toujours plus d'intégration européenne, toujours plus de fédéralisation. Ça, ils en sont où dans leur projet? Alors justement, ils utilisent toutes les crises pour faire avancer leur agenda, puisque ces gens-là ne sont que des relais d'influence du pouvoir économique global caché et qui est tenu par ces grandes banques internationalisées. Eh bien, ils ont utilisé d'abord le Covid pour étendre leurs prérogatives centrales unionesques au niveau sanitaire. Aujourd'hui, ils utilisent la crise de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la crise politico-militaire, pour faire avancer leurs prérogatives, pour étendre leurs prérogatives militaires, pour étendre leurs prérogatives politiques, pour étendre leurs prérogatives aussi économiques, en déclenchant une sorte d'économie de guerre, qui sont tout à fait en dehors de toutes les prévisions des traités. Donc ils ont écrit les traités pour leur rendre service, mais dès que les traités ne les satisfont pas, ils sont les premiers à aller s'occuper d'autre chose que des traités. Donc je dirais que les traités, c'est vraiment de la poudre aux yeux. De toute façon, il n'y a plus d'état de droit, ni dans notre pays interne, ni, je pense, dans aucun des pays des États membres de l'Union européenne. Et l'état de droit au sein de l'Union européenne n'a jamais été autre chose qu'un leurre pour amuser les juristes. Enfin. L'état d'urgence étant perpétuellement renouvelé. Disons qu'on passe d'une urgence sanitaire à une urgence militaire, d'une urgence militaire à une urgence vitale, une urgence écologique qui chapeaute le tout puisqu'elle est derrière tout le reste. Non, je pense que tout ça, c'est vraiment... il faut comprendre que c'est une imposture totalement artificiellement fabriquée et que derrière ça, il y a des gens qui tirent des bénéfices et qui ont un agenda précis. Si on remplit, si on fonce tête baissée dans les pièges qu'ils nous tendent, c'est-à-dire croire qu'on va s'en sortir en faisant un passe carbone ou en refusant de sortir de chez nous parce qu'il y a des maladies dans la rue, il est évident que nous tombons tout droit dans un piège qui sera létal pour nous. Donc il faut essayer de garder une certaine autonomie décisionnelle au niveau personnel et aussi au niveau du groupe par rapport aux injonctions du pouvoir, à la fois du pouvoir comprador interne aux États membres et du pouvoir central européen, qui n'est là, encore une fois, que en tant que relais d'influence du pouvoir économique caché derrière toutes ces pseudo-instances étatiques et politiques qui ne sont pas politiques, qui sont de nature économique. Face à ce système de domination se dresse le système continental incarné aujourd'hui par le bloc russo-chinois. On en parle dans un instant après la pause. Toujours en compagnie de notre invitée Valérie Bugeaud, on voit depuis des mois passer ce conflit à l'Est qui oppose l'OTAN d'un côté, qui arme cette pauvre armée ukrainienne, et de l'autre la Russie. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne l'imaginait. Le président Poutine avait parlé d'une opération militaire spéciale. Tout le monde pensait qu'il y en aurait peut-être pour un mois. Ça dure. Est-ce qu'on est au bord d'un conflit mondial, Valérie Bugeaud? Dans quelle mesure on est susceptible de passer la marche? Je pense qu'on est déjà dans le conflit mondial, au moins depuis la crise covidique. Je pense que déjà là, nous étions dans un cadre de conflit économique. Sous prétexte sanitaire, nous étions dans une guerre économique. Et puis là, disons que sous prétexte militaire, nous entrons dans une guerre énergétique. Donc je pense qu'on est en plein troisième conflit mondial, mais il reste encore localisé sur des territoires encore un peu
disons, sous contrôle. C'est juste que le concept de guerre mondiale, il faut le repenser en fait. Il faut le repenser, absolument. On ne peut absolument. plus le repenser comme les guerres du XXe siècle, première absolument, et deuxième. Absolument. Ceci étant, il y a quand même des points communs entre les guerres mondiales que nous avons déjà connues et ce qui se passe actuellement. Et en particulier, le point évident, c'est que nous sommes dans le même contexte qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, où vous aviez à l'époque l'Empire britannique qui était mis un peu en danger par la montée technologique, et ce qui commençait à devenir un empire germanique avec une alliance russe. Et puis aujourd'hui, vous avez l'empire qu'on appelle américain, mais qui est en réalité, vous l'avez compris, l'empire financier global, qui est mis en danger par la montée à la fois technologique et économique de la Chine, qui s'est alliée encore une fois aussi à la Russie. Donc cette alliance de bloc continental Chine-Russie qui met finalement en danger l'hégémon financier global. Donc ça, ce sont des situations extrêmement comparables, similaires. Mais se greffe sur ce sujet un deuxième élément dont on a déjà parlé, c'est la scission au sein des dominants économiques anglo-saxons, c'est-à-dire entre ceux qui sont partisans d'un empire américain stricto sensu et ceux qui sont partisans d'un empire global apatride et non pas géographiquement limité. Donc c'est cette scission qui explique aussi la montée en puissance au sein du bloc soviétique entre Staline qui était pour une révolution nationale et Trotsky qui était pour étendre le communisme à la planète entière. Absolument, et c'est pas complètement anodin ce que vous dites, parce que effectivement, cette révolution bolchevique a été financée très largement par la finance anglo-saxonne et en particulier les financiers européens. Warburg, Schiff, Loeb, Kuhn et Loeb. Enfin, exactement. On les connaît. Voilà, c'est ça. Donc, en réalité, on est toujours dans le même conflit. En fait, c'est ça. La Troisième Guerre mondiale ne sera que l'achèvement d'une guerre des élites économiques et financières qui a commencé au moment des Lumières, finalement, et qui se termine actuellement. C'est la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères russe a dit que nous assistons à un moment historique de l'histoire, c'est-à-dire à la disparition de 500 ans d'hégémonie occidentale qui avait pris finalement l'apparence d'une politique, mais qui en réalité était une hégémonie monétaire, économique et financière. Donc c'est cette époque qui est en train de se clôturer. Cette guerre sera la guerre ultime de changement de paradigme en réalité. Soit elle est gagnée par les entités de type nationaliste, en tout cas qui protègent leur patrimoine culturel, économique, politique et qui sont des patriotes. Et dans ces cas-là, le changement de paradigme sera effectif. Soit elle est gagnée par l'hégémon globaliste actuel. Je n'y crois pas trop, personnellement, mais si ce grand malheur arrivait, je pense que ça serait fini de l'humanité. Donc, puisque là, nous entrons dans une voie... Ils ont tout à gagner et c'est une lutte à mort. Ah bah oui, parce que comme cette lutte, effectivement, aujourd'hui, arrive à son échéance ultime, soit l'hégémon globaliste, en tout cas financier, gagne la guerre. Et dans ces cas-là, elles continuent leur petite voie vers le transhumanisme et tout ça. Soit ils la perdent et ils disparaîtront parce que les autres auront pris encore plus d'influence et ne laisseront plus leurs ennemis empiéter sur leurs propres prérogatives. Donc c'est une lutte à mort et effectivement dans les luttes à mort, vous savez que ce sont des périodes extrêmement dangereuses, surtout quand on a la bombe atomique. Voilà, en l'état actuel des développements technologiques. C'est quelque chose qui est très dangereux pour l'humanité. Vous dites, Valérie Bugeaud, qu'après la volonté otanesque d'en finir avec la Russie, et c'est peut-être pas demain la veille, ça sera le tour après de la Chine. Est-ce que les otaniens, l'OTAN, a encore les moyens de soumettre Pékin à leur volonté de domination ? Alors, ça, c'est un sujet qui mérite d'être détaillé. En réalité, la Chine a toujours été le seul ennemi
de l'Empire américain. C'est-à-dire que c'est son concurrent économique qui s'est dressé contre cette hégémonie que les États-Unis, sous la bannière desquels les globalistes se resserraient leur rang. Par contre, la Chine a longtemps été considérée par les élites financières globales, à titre de caste, comme un allié. Puisque ce sont ces individus, cette caste globaliste qui a développé, qui a permis le développement économique de la Chine parce qu'ils voulaient les intégrer dans leur projet futur de gouvernement mondial. L'arrivée de la Chine en 2001 dans l'OMC. Ça a été une des manifestations, mais ça avait commencé bien avant par le financement et surtout l'envoi de capitaux pour développer les usines, l'industrie, etc. Et puis les transferts de technologie, etc. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est là où je pense que ces élites globalistes ont été aveuglées par leur propre image de puissance, orgueil, oui, effectivement, c'est de l'orgueil. Ils n'ont pas compris que la Chine n'était pas l'Allemagne, que la Chine était un empire millénaire et qu'elle n'acceptait de renoncer à son identité propre que parce qu'elle avait des projets de long terme, et vous savez que les Chinois sont de remarquables stratèges, et en particulier sur le long terme, de reprendre leur autonomie de fonctionnement, mais en utilisant les armes de l'adversaire. Donc ils ont utilisé les armes que les globalistes leur ont données pour les retourner contre eux-mêmes, et ils ont profité de la scission des élites financières globales pour effectivement prendre la place qui s'était un peu libérée. Donc j'ai perdu le Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui, Valérie, justement, l'opposition du régime chinois à l'hégémonie finissante des États-Unis ? Le régime chinois, à partir du moment où Xi Jinping a été mis au pouvoir, et vous savez que là encore, il faut démystifier un peu tout ça. Un homme n'arrive pas au pouvoir tout seul. Il a été porté par un mouvement, et le mouvement, en l'occurrence patriotique chinois, qui avait pour mission de long terme de réévaluer la place de la Chine dans l'ordre mondial, finalement. Et quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il a immédiatement entrepris de mettre en œuvre ce qu'on a appelé la stratégie des nouvelles routes de la soie, et qui avait pour objectif de casser l'encerclement de l'économie chinoise par disons ceux qui tenaient l'hégémonie mondiale, et qui sont les anglo-saxons, globalistes et patriotes confondus. Alors, je me souviens de la question de départ. Donc, en fait, cette Chine donc, a échappé à ses créateurs, si on peut dire, mais qui ne sont pas ses créateurs. Les Chinois sont tout à fait capables d'avoir leur propre développement de façon autonome. Ils sont en train de le démontrer en développant leur propre technologie, en travaillant sur justement le développement de leur économie et de leur population, de la réinvention aussi de leur culture historique. Et donc, alors qu'au départ, la Chine était l'ennemi uniquement des États-Unis, aujourd'hui, elle est devenue l'ennemi également de cette hégémonie financière qui se rattache à la City. Quant à la Russie, au départ, elle n'était l'ennemi que justement de ce qu'on peut appeler l'Empire britannique, enfin l'ancien Empire britannique. Et aujourd'hui, étant donné que toutes ces incohérences et ces dangereuses manifestations qui ne sont vraiment pas des manifestations de santé mentale que toute l'Ouest a imposé avec toutes ces sanctions et tout ça à la Russie s'est rapprochée encore beaucoup plus d'un point de vue stratégique, militaire, d'un point de vue économique et monétaire, s'est rapprochée beaucoup plus de la Chine. Donc en fait, la Chine et la Russie font de plus en plus un bloc commun qui est un bloc continental contre ces deux entités qui étaient en voie de séparation, mais qui vont peut-être essayer de se rapprocher parce qu'elles sont mises en difficulté, justement, qui sont les États-Unis et la finance britannique, c'est-à-dire les patriotes et les globalistes réunis finalement dans la même galère de contestation de leur hégémonie. Et on voit la Chine aujourd'hui
acquérir son indépendance et donc ne plus dépendre de ses exportations aux États-Unis sur le marché intérieur américain. C'est la raison pour laquelle elle développe elle-même son marché intérieur. Absolument. Non seulement elle développe son marché intérieur, mais ça passe aussi par le développement de ses propres voies de circulation commerciale qui passent par les fameuses nouvelles routes de la soie. Donc c'est à la fois des voies continentales, des voies maritimes, mais qui sont sous contrôle des populations et des pays qui sont traversés par ces voies. Donc c'est plus du tout, on n'est plus dans l'hégémonie et dans le contrôle de type monopolistique des flux maritimes et des voies d'approvisionnement pour tout type de marchandises par l'hégémonie anglo-saxonne. On voit que donc, ce bloc russo-chinois est aujourd'hui de plus en plus organisé, qu'il a mis en place tout un cadre pour échapper au dollar. La Russie a totalement dédollarisé son économie. Donc est-ce qu'aujourd'hui on sait si ce bloc russo-chinois est isolé face aux Occidentaux par rapport au reste du monde? Que disent les pays, l'Amérique du Sud, l'Afrique? Non, ça c'est vraiment c'est une manifestation de la propagande massive occidentale menée par l'OTAN et par toutes ces instances qui sont les bras armés de la haute finance, qui nous font croire que la Chine et la Russie sont isolés. Ils ne sont pas isolés ni en termes de population, ni en termes de territoire, et maintenant plus du tout non plus en termes ni économiques, ni monétaires et ni énergétiques, puisque au contraire, ce sont les principaux, enfin la Russie en tant qu'approvisionneur principal de gaz et de pétrole aussi, parce que c'est aussi un fournisseur de pétrole. L'OPEP qui vient de prendre le parti de la Russie en refusant de lui mettre des bâtons dans les roues en refusant d'augmenter la quantité de pétrole en circulation. Donc finalement... On voit aussi avec les BRICS qui sont cette organisation économique entre la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil. On voit que l'Argentine et l'Indonésie seraient sur le point d'être candidates à l'intégration de cette organisation. Bien et au-dessus, encore plus puissante, il y a cette organisation de coopération de Shanghai. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur justement comment est en train de s'organiser le reste du monde face à l'Occident? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la locomotive russo-chinoise ou sino-russe est en train d'entraîner derrière elle tous les pays qui ont souffert au 19e et en particulier au 20e siècle de cette hégémonie financière anglo-saxonne qui a mis un certain nombre d'États et de populations en esclavage. Donc tous ces États-là sont en train de profiter de l'émergence d'un contre-pouvoir de nature internationale pour s'engouffrer dans la brèche et échapper à son ancien Seigneur. Oui, c'est ça, son ancien dominant. Ouais. Donc il y a un appel d'air, en fait, il y a un mouvement qui a été lancé et qui n'est plus arrêtable aujourd'hui. Il est évident que l'Afrique, même celle qui était dite francophone, était en réalité sous contrôle financier et sous contrôle de l'hégémonie financière. Donc c'était le modèle anglo-saxon qui s'imposait. Et cette Afrique-là décide aussi de prendre son indépendance, se rapproche de plus en plus de la Russie. Ne parlons même pas des pays d'Amérique latine qui ont subi depuis un siècle des changements de régime liés à cette mafia financière. Donc tous ces pays-là sont absolument décidés à sortir de cette impasse tant qu'il en est encore possible. Donc effectivement, il y a un appel d'air. Donc c'est ce que je disais. C'est plus seulement une majorité en termes de territoire et de population que la Chine et la Russie représentent, avec l'Inde qui s'ajoute, mais c'est aussi une majorité finalement économique, puisque la Chine a aujourd'hui dépassé largement les États-Unis en termes de production manufacturière. Donc il n'est plus question, enfin je dirais qu'il n'y a que pour des esprits obtus et qui ne s'intéressent pas du tout à la réalité économique globale pour croire que la Chine et la Russie sont isolées. Enfin, ils ne sont isolés que dans le cadre des instances contrôlées à 100% par l'hégémonie anglo-saxonne.
Pour échapper à ce modèle anglo-saxon que vous évoquiez à l'instant, Valérie Bugeaud, vous faites de la réforme de l'entreprise. C'était d'ailleurs l'objet d'une émission qu'on avait réalisée ensemble. La nouvelle entreprise, c'est le titre du livre sur lequel on s'était appuyé pour faire cette émission. Pourquoi vous faites de cette réforme de l'entreprise un combat d'avant-garde pour les peuples ? Alors, c'est très simple, c'est parce que les populations ont été soumises par cette volonté accapareuse, hégémonique de nature économique. Et cette hégémonie économique, elle passe par quoi? Par le développement de l'anonymat et donc de l'irresponsabilité des décideurs réels. Si vous mettez... Et leur opacité, leur anonymisation. Bah oui, l'anonymat, c'est l'opacité. On ne sait pas qui prend les décisions et on ne peut imputer aucune décision à une personne en particulier. Ou en tout cas, ça se noie dans des entités obscures, des entités opaques ce sont des coquilles vides au sein d'une superstructure qui est, elle, contrôlée par des individus, personnes physiques, mais qui sont cachées derrière une multitude d'entités dont on ne peut pas... dont il est très difficile de retracer le lien puisqu'ils sont protégés par ce qu'on appelle les paradis fiscaux, dont le Delaware est un exemple flagrant. Et rappelons que Joe Biden était le sénateur du Delaware. Absolument. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça commence par l'anonymisation des capitaux et ça commence par l'organisation de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle je dis que si on reprend le processus du départ, on est obligé de repartir de ce phénomène d'anonymisation qui part de l'entreprise pour laisser après une possibilité aux populations de récupérer un pouvoir politique qui soit à nouveau indépendant, qui soit à nouveau émancipé de cette superstructure économique qui a pris le pas sur tout le reste. Donc en cassant l'anonymat des structures économiques, on va pouvoir retrouver une responsabilité politique. Et c'est la raison pour laquelle, précisément, je dis que ça passe de façon éminente par la réforme de l'entreprise, casser l'anonymat de l'entreprise, casser l'irresponsabilité des décideurs réels et casser la disproportion de statut juridique qui existe entre les apporteurs de capitaux et ceux qui apportent leur travail, c'est-à-dire ceux sans lesquels il n'y a pas d'entreprise concrètement. Parce que vous pouvez avoir des capitaux, si personne ne les met en œuvre, il ne se passera rien. Donc il y a tout un sujet stratégique autour de l'entreprise qui sera déterminant pour la récupération d'une indépendance politique et d'un renouveau d'un nouveau phénomène politique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de phénomène politique. Cette réforme de l'entreprise, c'est sur le plan privé, on l'a compris, mais cette réforme des institutions, donc sur le plan public, à laquelle vous travaillez grâce à votre association Révolu Droit, c'est quoi le modèle politique que vous prenez pour un pays comme la France? Alors, vous savez que j'ai commencé par justement décrypter la façon dont ces liens de subordination, de soumission ont été mis en place. Et j'ai montré que ça passait par le pouvoir économique. Mais en développant ça, on comprend que le pouvoir politique est soumis au pouvoir économique. Ça passe par la soumission des partis politiques à ce fameux pouvoir économique par justement tous ces paradis fiscaux, les comptes offshore, etc. Donc j'ai compris que finalement les gens étaient dépossédés dans leur quotidien de toute représentation politique. Vous savez qu'une société n'existe que parce qu'il y a des milliers d'intérêts différents. Et là, les intérêts ne sont pas du tout... tous les intérêts qui existent au sein d'une société politique ne sont pas représentés par les partis qui se contentent de filons idéologiques et qui finalement réduisent la réalité de la divergence des intérêts publics à quelques filons qui sont totalement déconnectés des réalités quotidiennes. Donc il m'a semblé tellement évident de penser qu'il fallait réintroduire un aspect politique dans le quotidien des gens. Et ça a déjà existé dans l'histoire. Vous savez, on repart jamais de zéro. En Suisse ? Non, avec pas la du tout. démocratie directe, non? Non, parce que la démocratie directe est cantonnée à des sujets de peu d'importance. Tous les sujets d'importance sont centralisés au niveau fédéral et au niveau des banquiers, en Suisse comme ailleurs. Donc c'est une démocratie qui est extrêmement de façade et limitée en termes d'effectivité de terrain. Mais le sujet là que je développe moi, c'est réintroduire justement une véritable
entité politique qui soit finalement dans les mains de chacun des citoyens. Et ça passe par l'instauration de ce que j'ai appelé les groupements d'intérêt, qui sont en réalité une manifestation, mais plus large, de ce qu'étaient les corporations, attention, de l'Ancien Régime et non pas du gouvernement de Vichy, ce n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre, ce sont deux entités, en fait, deux concepts qui sont opposés en réalité, et qui permettent de réinstaurer de la politique dans le quotidien des gens, parce que chacun des groupements d'intérêt aura la charge de gérer, de rendre sa justice, de gérer les accidents de la vie, les cotisations sociales, etc., de générer leur propre règlement intérieur, de régler les conflits qui se poseront, de former les gens qui adhèrent à cette activité. Donc, si vous voulez, on retrouve une indépendance, une autonomie et une capacité des individus à reprendre le contrôle de leur vie. C'est difficile à imaginer parce que ça n'a rien à voir avec la construction actuelle de notre société. Est-ce qu'il y aurait une constitution, par exemple ? Non, parce que la Constitution, elle est arrivée justement au moment où la finance a pris le contrôle de tout ça. La Constitution, elle sert à organiser les relations entre des pouvoirs qui sont soi-disant séparés, qui n'ont jamais été séparés. Donc tout ça, c'est une fumisterie. Là, ce que vous appelez Constitution, en fait, ça se matérialisera dans ce régime-là, dans ce nouveau régime, dans le régime politique, par la capacité de chaque individu à générer des règlements intérieurs au sein de chacun des groupements d'intérêt. Donc ça sera la constitution de chaque groupement d'intérêt, si vous voulez, qui sera équivalent à ce qu'on appelle constitution aujourd'hui. Mais non, il n'y a pas de constitution. Mais qu'est-ce qui séparera chaque groupe les uns des autres ? C'est l'intérêt qu'ils représentent. Vous avez, par exemple, le groupement d'intérêt des boulangers, oui, effectivement, mais l'agriculture, c'est un peu large. Hein. Vous avez ceux qui font de l'élevage, ceux qui font de la culture, ceux qui font de l'extraction minière ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein enfin, c'est pas de l'agriculture, mais enfin, je veux dire, il y a les métiers qui servent à nourrir, les métiers qui servent à générer de l'énergie, les métiers par type d'activité. Et là, je ne parle pas seulement des activités à but lucratif, qui sont chargés de générer des bénéfices, mais toutes les activités qui ont pour objectif de développer la qualité de vie, par exemple en développant la culture, l'instruction publique, en développant finalement le sport qui permet de s'exprimer individuellement, les arts, etc. Tout ça sont des activités qui n'ont pas pour objectif de faire du bénéfice, mais qui apportent concrètement un bénéfice à la société. Donc ce sont des activités qui doivent être rémunérées et qui seront rémunérées au titre de ces nouveaux groupements d'intérêt qui seront les corporations, mais élargies et non plus seulement limitées au champ industriel et commercial. Donc toutes les activités humaines, y compris les activités spirituelles, seront représentées au sein de groupements d'intérêt. Ce grand conflit entre les apatrides d'un côté et les continentaux de l'autre, qui en sortira vainqueur selon vous ? Alors là, très clairement, Pierre, ceux qui en sortiront vainqueurs, pour moi, seront les plus forts et les plus déterminés. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse à cette question parce que je n'ai pas identifié lequel des deux groupes était le plus déterminé. Je sais que les globalistes sont apparemment les plus forts, apparemment les plus déterminés. Parce qu'ils sont organisés depuis très longtemps. Absolument. Mais cela n'est vrai que tant que les patriotes n'ont pas compris les tenants et les aboutissants de cette domination. Le jour où cette compréhension aura lieu, il y a fort à parier que les plus déterminés seront effectivement les populations éveillées. Donc je ne peux pas me prononcer parce qu'une fois de plus, j'ai cassé ma boule de cristal. En revanche, ce qui est certain, c'est que les plus forts gagneront, les plus déterminés et ceux qui sont conscients des enjeux, parce que les enjeux actuellement ne sont pas la simple victoire sur une bataille ou sur une guerre. Les enjeux, c'est quand même la survie de l'humanité aujourd'hui. Il faut quand même le concevoir, à la fois pour aujourd'hui, parce que les guerres deviennent extrêmement létales, mais aussi pour ceux qui survivront aux guerres, dans la mesure où si les globalistes gagnent, il n'y aura plus d'autonomie de fonctionnement de l'humanité telle que l'on l'a conçue aujourd'hui, puisqu'ils voudront mettre tous les cerveaux sous contrôle total
Enfin, ça paraît quand même assez dément parce que tout ça est lié à la capacité à générer de l'énergie, à générer du contrôle. Et à un moment, nous arrivons finalement à la quintessence de cette lutte. Et c'est pour ça que certains disent que c'est une lutte de nature spirituelle. C'est parce que c'est finalement l'humanité telle que nous l'avons connue, telle que nous la connaissons encore aujourd'hui, contre finalement l'armée des clones, quoi. Merci Valérie Bugeaud d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage disponible sur la boutique officielle de TV Liberté, Les raisons cachées du désordre mondial, tome 2, en rappelant que vous sortirez prochainement un nouvel ouvrage. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, comme je vous l'ai indiqué en début d'émission, de nous laisser des commentaires pour un meilleur référencement sur Internet. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Politique et Économie. Au revoir.